Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle semaine en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonjour. Alors, depuis la semaine dernière, nous évoquons ces événements des années 50, 60. Nous remontons le temps jusqu'aux années 70 et puis évidemment jusqu'aux événements d'Alir qui sont au cœur de notre propos. On va parler aujourd'hui de la naissance et de la création de l'art, qu'on va revenir évidemment sur les fondements de ce mouvement. Edmond Simeoni. Alors je pense qu'il faut très brièvement recontextualiser l'affaire. Moi, à la fin des années 50, je finis mes études de médecine générale, j'entreprends des études de spécialité. Et c'est à ce moment-là que j'ai mon premier engagement public en 1960 avec l'Argentil, que chacun connaît dans l'île. Premier signe de mobilisation populaire active avec des Corses de la diaspora. Voilà. On peut en rappeler brièvement ce que c'était. Oui, c'était simplement un projet de l'État de créer une installation de type nucléaire dans la région de l'Argentil, qui a soulevé chez les Corses de l'île et de la diaspora une très très vive protestation. Donc, je suis rentré en Corse en 1962. La Corse, à ce moment-là, est à genoux, tout le monde le sait, démographiquement, économiquement, au point de vue social, au point de vue culturel. Et il commence déjà à y avoir des tas de mouvements qui sont des mouvements qui visent plutôt des problèmes économiques locaux. Et là, c'est au tout début des années 60 que des gens, dont mon frère aîné, M. Perfettini, M. Villano, Yves Le Beaumain, José Stromboni, créent le comité d'études et de défense des intérêts de la Corse, avec le pauvre Marc VII, qui déjà formalise un statut d'autonomie de gestion dans le cadre de la Corse. Et c'est comme ça que tout doucement, on s'approche, je dirais, des années 1967 où la situation empire et nous pensons que le moment est venu de créer l'action régionaliste Corse. Alors, on bascule déjà là dans des idées de régionalisme qui n'étaient pas encore existantes, en tout cas qui étaient sous-jacentes avant cette date de 1967. Voilà. En 1967, on est déjà organisé et de façon importante, avec une force militante conséquente à l'échelle de la Corse. Et je vous rappelle que c'est à ce moment-là que se situent des événements extrêmement durs. En 69, dans le Fiumour, contre la dévolution illégale de 3000 hectares de biens communaux, puis ensuite à propos de Porto, le problème des routes. Il y a donc des manifestations qui sont des manifestations extrêmement dures. Et tout doucement, la situation mûrit, mais déjà, on avance un certain nombre de revendications qui sont manifestement les prémices de la poussée nationaliste contemporaine. Parce qu'on y retrouve les fondamentaux, c'est-à-dire le peuple corse, l'identité, la langue, la mise en valeur de l'intérieur, etc. Donc de ce côté-là, les choses avancent normalement et la société civile est très très intéressée parce qu'il y a des problèmes qui se posent avec acuité, non seulement naturellement les problèmes de fiscalité, les problèmes d'arrêté MIO, les problèmes de transport déjà. Et tout doucement, nous arrivons au début des années 70 ou après c'est l'enchaînement tout de suite avec les bouts rouges en 1973. On y reviendra de toute façon demain. Pour revenir sur l'ARC, finalement, à sa création, est-ce qu'elle suit un peu ces mouvements régionalistes qui sont nés un peu partout en France, on le sait, dans cette fin d'année 60, ou est-ce que déjà la Corse a finalement une spécificité, il y a une différence? Écoutez, nous n'avons, nous, absolument aucun contact avec les mouvements régionalistes français, et a fortiori étrangers, absolument aucun contact. Bien entendu, nous lisons et nous savons que des gens comme Robert Laffont et tant d'autres, et des théoriciens, avancent déjà très sérieusement le procès du centralisme. Mais l'ARC, c'est un mouvement qui est un mouvement non pas tellement de théoriciens. On s'est appuyé sur les données fournies par le CEDIC pour la formalisation politique, technique, mais c'est un mouvement d'action, c'est un mouvement sur le terrain qui agit sans arrêt, rendant coup pour coup, revendiquant, sortant souvent de la légalité, mais toujours sans armes, pour essayer de faire avancer la cause. Donc c'est déjà un mouvement vraiment très très spécifique dans les années 70, qui commence à être connu à l'extérieur, par la fermeté de ses engagements, par la dureté de ses combats, et aussi, il faut le dire, dans une France qui est ultra jacobine,
par la hardiesse des propositions à l'époque. Qui constitue finalement ce mouvement? Est-ce que au niveau des professions, c'est assez hétéroclite? On trouve à la fois des agriculteurs, des commerçants. Est-ce que finalement toutes les professions sont représentées? Est-ce qu'au niveau des âges aussi, finalement, on a des militants plus anciens, plus jeunes? Est-ce que finalement c'est un mouvement qui regroupe vraiment un panel de Corses assez... Je pense que le premier jour, quelqu'un me le rappelait l'autre jour, la réunion initiale a lieu à Vitsavone en 1967. Je rappelle quand même que les mouvements régionalistes corses, comme le Front régionaliste corse, eux par contre avaient des liens idéologiques et même pratiques avec des régionalistes hexagonaux. Mais en 1967, quand l'ARC est créé à Vitsavone, je crois que nous étions 42. Et c'était des gens de tous les bords. Il y avait quelques Corses de la diaspora, il y avait des Corses d'un certain âge, il y avait des gens de l'enseignement, il y avait des agriculteurs en fort nombre, il y avait des ouvriers, il y avait des professions libérales. C'était véritablement un melting pot de la société corse de l'époque, quoi. Il n'y avait pas de typologie particulière. Qu'est-ce qui fait finalement que l'ARC, au tournant des années 70, va finalement devenir un parti qui prend une place importante par rapport aux autres formations qui existent à l'époque aussi, qui elles vont petit à petit disparaître? Simplement, je pense que ce qui a fait la différence, c'est la capacité de mobilisation et la capacité d'engagement. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, nous sommes véritablement dans un activisme. Déjà, on commence les réunions sur la diaspora, sur le continent. Tout est prétexte, ne pas oublier qu'à l'arrière-plan, il y a la revendication de l'université, et on multiplie les réunions dans la diaspora, on multiplie les réunions en Corse, et surtout on multiplie les actions sur le terrain. C'est-à-dire que déjà, les cheminots, la mine de Cannes et tout ça, les problèmes de l'emploi nous occupent beaucoup dans le cadre de collectif ou dans un cadre spécifique. Et l'ARC fait totalement la différence à partir des années 70, parce qu'il montre d'abord qu'il est une formation pertinente, qui sait où elle va et qui sort un petit peu du mériméisme et du régionalisme gentillet. Les problèmes sont posés politiquement. Il existe un peuple corse, il existe une colonisation française. Merci beaucoup Edmond Simeoni, on se retrouve demain. Merci, au revoir. À demain, merci. Bonsoir, bienvenue dans ce second numéro de Storian Austral de la semaine, en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonjour. Hier soir, nous avons évoqué la naissance de l'ARC et sa création, donc en cette année 1967. Nous poursuivons chronologiquement finalement notre remontée vers le temps et vers les événements d'Arlir, et on va parler finalement d'un événement qui a servi peut-être de catalyseur, c'est-à-dire les bouts rouges, qui ont permis finalement de faire basculer, on peut le dire, le régionalisme, comme vous disiez tout à l'heure, gentillet, vers d'autres revendications. Un combat politique. Il ne faut pas oublier quand même que sur le terrain, le combat se durcit. Bon, les interpellations, les arrestations. À l'époque, sévit déjà, je crois, c'est à vérifier, mais c'est ça, la loi anti-casseurs, la responsabilité collective, parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre la main sur un acteur des faits délictueux, et prenaient la responsabilité de tout le monde. Et il y a eu des manifestations, les manifestations entre 67 et 70. Dans le Vieux-Mont-Berlir, dans le Vieux-Mont, vous avez eu peut-être 15 blessés. Et des premiers attentats aussi. Oui, 15 blessés, et particulièrement sérieux chez les forces de l'ordre, des fractures, etc. Nous avons eu des militants interpellés. Et puis, en même temps, se font jour, là, dans cette période-là, je dirais les premiers attentats, qui sont des attentats qui n'ont pas de signature politique, avec un sigle, mais qui sont manifestes dans la volonté de changer de politique. Pourquoi? Tout simplement pour le périmètre de Miachar, où il y avait une dizaine de lots qui étaient promis à des jeunes Corses que nous avions vu grandir avec passion. Quand ils ont été attribués après le drame de l'Algérie en 62, ils ont été attribués à des rapatriés immédiatement. Toutes ces maisons-là ont sauté, émaillé d'autres attentats contre les pouvoirs publics, contre le Crédit Agricole. Contre la Somivac elle-même aussi. Contre la Somivac elle-même. La Somivac elle-même. Et là, je dirais, toute la dialectique de l'émancipation s'enrichit, de la contestation, et tout doucement, on s'achemine vers des mobilisations de plus en plus importantes. Déjà, moi j'ai été très très intéressé par les collectifs, parce que j'avais compris que l'idéologie était en Corse avec les autres,
mes camarades. J'avais compris que c'était un facteur de division. Donc on cherchait des formes de rassemblement sur des actions précises, ce qui fait que très souvent, on nous a taxés de poujadistes. Bon, je comprends que la critique ait été formulée à l'époque, encore qu'à mon avis, c'était pas un mouvement poujadiste. Mais la critique pouvait être pertinente. Et tout doucement, on était acheminé vers des prises de conscience de plus en plus larges. Et c'est à ce moment-là, dans ce contexte, qu'a éclaté l'affaire des bouts rouges. Donc, on en arrive à cet événement qui a servi finalement, on peut le dire, de catalyseur. La pollution liée donc au rejet de matières toxiques par la société Montedison qui était basée en Italie. On revient donc sur ces événements en cette année 73. Alors Aimé Pietri a sorti l'affaire. Immédiatement, on s'en est emparé et nous avons décidé de lutter contre cette pollution. Nous avons constitué un collectif très ouvert avec le professeur Vial, avec d'autres universitaires, surtout avec la Prud'homie des pêcheurs. Et nous avons commencé à sensibiliser toute la Corse. La réponse a été instantanée et forte. Et nous avons exporté immédiatement sur le continent, dans la diaspora, ce combat avec de nombreuses réunions, des mobilisations à Marseille, des grèves de la faim, etc. Des blocages de ports aussi. Des blocages de ports en partenariat avec les pêcheurs. Il y a même eu des actions parallèles, puisqu'un commando a fait sauter le Scarlino là-bas en Italie. Donc ce bateau qui finalement venait le long des côtes corses. Voilà, qui faisait le long des côtes corses et qui faisait la navette funeste. Il y a même eu un attentat et puis... On peut le dire finalement, cet attentat, il survient alors que la réponse de l'État n'arrive pas. Non, mais non seulement n'arrive pas, et ils disent textuellement, si vous n'avez pas la mer, vous avez des piscines, donc comme d'habitude. C'est le mépris le plus total, et ça a abouti à une mobilisation importante en 1973, où je suis arrêté après la mise à sac de la préfecture de Bastia, et quand même des violences physiques contre les forces de l'ordre qui sont quand même importantes. Je suis incarcéré une quinzaine de jours. La leçon, c'est que c'est le premier combat écologique public et violent qui est mené, puisqu'à l'époque l'écologie n'a pas encore droit de citer. Deuxièmement, la société corse est prête à s'y impliquer. Les maires, les conseillers généraux, tout le monde a répondu. Les Corses de la diaspora sont intéressés. La voie est fructueuse, mais il faut la maîtriser parce qu'elle comporte quand même des risques de voir les conflits dégénérer. Mais ça a été très très positif. Comment on explique finalement ce mépris de l'État, cette non-réponse à un fait qui est finalement un fait très concret, où finalement il n'y a pas encore le politique qui est cristallisé derrière. Je pense qu'il y a une grande méconnaissance de la Corse, et puis comme depuis 200 ans, ils font n'importe quoi sans s'attirer de riposte. Ils ont pensé que la contestation avait définitivement disparu vers 1812 et le réveil pour eux était difficile, mais enfin ils étaient imbus de leur supériorité, de leur mode de vie, de leur bon droit et surtout de la force et de l'argent qu'ils avaient avec eux. Et bien entendu, ils ont totalement sous-évolué le potentiel de contestation qu'il y avait dans l'île. Edmond Simeoni, merci. On se retrouve dès demain pour évidemment évoquer ce glissement qui survient alors, en ce début des années 70, du régionalisme à l'autonomisme. On va en parler plus en détail dès demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Storia Nostrale, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Storia Nostrale, l'histoire de la Corse et des Corses, avec Lisa Doraggio et ses invités, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Bonsoir, bienvenue sur Alta Frequenza. Nous sommes mercredi et nous sommes toujours en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonjour. Nous continuons à évoquer évidemment ces années 70, ce glissement qui s'opère, on peut le dire, en ce début d'années 70, entre le régionalisme porté au départ par l'ARC et puis finalement un très large consensus qui se fait en faveur de l'autonomisme. On a vu ces événements aussi qui finalement donnent du moulin à ces revendications politiques, notamment hier l'affaire des bouts rouges. À quel moment finalement commence à s'opérer ce glissement idéologique? Je pense que le glissement il précède de 70 à 73 avec le durcissement des combats sur le terrain. Le fait que la répression commence à s'installer, le fait qu'il n'y a aucun écho, suscite un raidissement, un surcroît d'activité, et cela que tout doucement, nous comprenons que le régionalisme n'est pas adapté,
et que nous passons, je dirais, à l'autonomisme. Et à l'époque, je me souviens que nous avions eu une polémique assez importante avec mon frère aîné Max, qui avait fait mettre une photo de Pascal Paul à la une de Harit, et Marx avait titré son édito « Je suis nationaliste corse ». Et je lui avais dit, j'estime que c'est très très imprudent. Déjà, les gens ont de la peine à nous suivre sur l'irrédentisme, sur l'autonomisme qui souffrait de l'hypothèque de l'irrédentisme. C'est ça, parce qu'il faut revenir dans ce contexte. Aujourd'hui, c'est finalement une notion on ne tient pas compte, mais à l'époque, quand vous parliez d'autonomie, c'était à Mouvres, à Bedrouroc, etc. Et donc, c'est à ce moment que le glissement s'est fait. Plus il y avait de refus, plus on se radicalisait, plus on mettait en forme nos idées, plus on commençait à s'informer en Sardaigne et ailleurs. Les statuts en région spéciale de Sardaigne, d'Italie, etc., du Haut-Adige, du Trentin. Et tout doucement, nous avons commencé à évoluer dans un cercle, je dirais, un petit peu élargi par rapport à la démarche initiale. Et c'est là qu'a été formaté, si vous voulez, le corps dur de la doctrine. C'est que la politique de la France n'était pas un avatar quelconque, n'était pas une maladresse. C'était une politique qui était voulue, tout simplement parce que le peuple corse, dans le droit français, ne pouvait pas exister. Et il fallait qu'il disparaisse comme acteur réel de la vie publique. Des textes fondateurs aussi, qui sont le fait de l'Arc à cette période, justement, qui évoquent cette théorie de l'autonomie en Corse, qui reviennent sur évidemment ces notions, sur ce que pourrait être l'autonomie si elle était appliquée sur notre île. Bien sûr, là ça commence à avancer. Je regardais avant de venir à cette interview dans les années 73-74, nous sommes déjà très très loin. Quand je vois certains, c'est un peu la rançon des idées qui ont réussi. Quand il y a des échecs, on s'en prévaut moins. Mais là, il y a des tas de gens qui disent nous avions commencé, c'est cela. Je reprenais des écrits de 73. Dans la matrice de l'autonomie, on demandait quoi? On demandait la révision de la Constitution française, la disparition des départements, la disparition de la région et la création d'une institution spécifique qui n'était que la collectivité unique. À l'époque, on ne l'appelait pas comme ça. Donc, immédiatement, ça a été fait, mais la connotation, le fond, c'était quand même un nationalisme à fleur de peau qui ne demandait véritablement qu'à s'exprimer. Qu'à éclore. On était véritablement dans une période d'incubation très très forte, je dirais même avec des éruptions préoccupantes. Nous avions le souci permanent de ne pas laisser déraper tout ça. Alors il y a aussi un fort rejet, on peut le dire, de certaines personnes dans la société corse. On l'a vu, l'irrédentisme, cette crainte de l'irrédentisme, cette crainte aussi de se séparer de la mère patrie. On le sait aussi pour chez certains Corses très attachés à la France. À l'époque, c'était en tout cas ce dont vous étiez finalement taxé. Oui, bien entendu, ça a été un combat qui était un combat important. Ceux qui ont le plus utilisé l'argument contre nous, ce sont en fait les cercles français très très militants, très résistants, et puis surtout le Parti communiste. Parce que le Parti communiste, qui faisait une analyse qui n'a pas changé depuis, la mère patrie c'est la France. La France, on peut la changer de l'intérieur, mais il est impensable de vouloir la critiquer ou la défaire, et le Parti communiste a mené une campagne extrêmement dure contre l'irrédentisme, alors que la plupart d'entre nous n'étions pas nés, nous avions 3 ou 4 ans, et que rien dans nos écrits, dans nos actes, ne s'inspirait de l'irrédentisme. Ça a été une bataille politique, ça a été une tunique de Nessus qu'on a portée pendant longtemps et qui nous a handicapés. On le sait aussi avec des attaques parfois envers des militants de l'Arc, notamment justement par rapport à cette notion d'irrédentisme. Bien entendu, il y a eu des attaques extrêmement fortes, mais nous n'avons pas répondu par un supplément de haine, parce qu'il y a toujours eu dans notre attitude une constante que l'on retrouve au long de ce combat qui dure en fait depuis les prémices de 1960, le souci permanent d'essayer de respecter autant que faire se peut la cohésion de la société corse et ne jamais donner prise à des affrontements entre Corses. Ça a été le leitmotiv pour le refus de la violence notamment, mais aussi pour tous les combats difficiles. On mettait en cause des systèmes, mais quand même avec respect, pas d'attaque personnelle, parce qu'on avait lu l'histoire de la Corse et qu'on savait que les conflits internes étaient une des raisons principales des échecs de toutes les tentatives d'émancipation. Merci beaucoup Edmond Simeoni, on se retrouve demain. Merci, au revoir.
Bonsoir, bienvenue pour cette dernière émission en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonjour. Dernière émission de la semaine, pardon, puisque nous avons encore un long chemin à parcourir avant d'arriver évidemment aux événements d'Aller. Et on va venir sur un fait important qui est cette première, on peut dire, réponse de l'État finalement à la montée de l'autonomisme en Corse. C'est la venue à l'époque de Liberbou. On va revenir un peu aussi sur ce personnage. Bien, écoutez, simplement ce qui se passe, c'est que Giscard d'Estaing, qui comme on le sait, est quand même un homme très à droite et qui a absolument fermé à toutes les idées de décentralisation ou autres. En plus, c'est la très très haute bourgeoisie. Choisit d'envoyer un délégué spécial. Il s'appelle Libert Bouaziz, c'est un Kabyle. C'est un homme très très intelligent, un bon négociateur, surtout beaucoup de rondeur et beaucoup de capacité d'écoute. Il est venu, il a pris conscience des problèmes parce qu'on a passé de très très longues journées avec lui. D'abord, il nous avait reçus de façon importante avec une délégation de 6 ou 7 personnes à Rungis. Et nous avons parlé librement et pendant toute sa mission, on se rencontrait sans arrêt. Il a toujours essayé de nous faire comprendre qu'il y avait des choses qui n'étaient pas négociables. Le peuple corse, la révision de la Constitution, et c'est ainsi qu'il y a un fait historique qui a été un des déclencheurs d'Aléria. Ça n'a pas créé Aléria, bien entendu. C'est le soir au repas de la jeune chambre économique, il a dit textuellement à Bastia, juste avant Aléria, même 250 000 Corses ne feront pas changer la Constitution française. Ce qui prouve bien que l'objectif, c'était de la changer et que c'était notre revendication. Donc, Libert Bouaziz a beaucoup travaillé, essayé d'obtenir, il a fait des espèces de tables rondes ou autres, mais nous avons bien vu qu'il avait des interdictions d'avancer sur le terrain qui en fait était l'objet du contentieux, hein, c'est-à-dire l'existence de cette communauté, la langue corse reconnue et pratiquée, la terre quand même rééquilibrage en faveur des Corses. Bon, tout ça, il ne pouvait pas avancer. Et c'est comme ça que la mission de Liberbou a chuté. Non pas sur notre intransigeance, elle était mornée. Elle a chuté sur le fait qu'il n'avait aucune marge de manœuvre et que Paris ne lui a pas permis d'avancer sur des points qui peut-être auraient pu être des catalyseurs d'un processus de discussion. Mais enfin, en 1973, la Corse, quand on voit a posteriori ce qui s'est passé, vous pensez bien que l'État, dans quelle position il était, parce qu'il n'y avait aucun mouvement de décentralisation en France. Alors, on l'a vu, hein, une mission qui, on peut le dire, est un échec total, mais qui a peut-être aussi le mérite finalement de vous placer à l'époque comme des interlocuteurs politiques privilégiés et vous apporter une certaine forme, on peut le dire, de reconnaissance finalement. C'est-à-dire que ce qui a été très très important avec la venue de Liberbou, c'est le moment où est sorti le rapport du Hudson Institute, que nous avons rendu public, après qu'on nous l'ait fait passer de façon subreptice. Et véritablement, le projet de l'État était dévoilé, et Liberbou a tout fait pour détruire cette impression fâcheuse que nous avions, qu'on nous réservait au sort qui était réservé, dixit l'Hudson Institute, aux Indiens d'Amérique. Mais en fait, il n'a pas réussi à convaincre parce qu'il n'y a pas eu d'avancée. Et là, s'est forgé l'idée, parce que la contestation n'avance pas, parce que le dialogue n'avance pas, parce que la violence commence à naître sur le terrain avec des plastiquages des premières organisations clandestines. Qui vont crescendo en plus dans ces années-là. Ça va crescendo. On est dans une spirale. Donc la mission échoue et pratiquement n'apporte aucun fruit. Seulement, nous avons été reconnus, parce qu'on a été reçus officiellement par l'État. Le président de la République l'avait. On a été reconnu aussi parce qu'on avait une audience internationale à travers les bouts rouges. Et puis on a commencé, je dirais, à faire partie du paysage politique corse. Et surtout, la première force contestataire vraiment organisée, il y en avait d'autres, mais celle qui pesait le plus, c'était l'ARC. Donc ça a été quand même une période extrêmement fructueuse. Fructueuse, même si à l'époque encore, vous n'apparaissiez pas dans les médias. On peut dire finalement que l'ARC souffre d'une censure certaine, notamment dans les médias de la radio-télévision de l'époque. Oui, bon, écoutez, à l'époque, il est certain que quand on a connu à partir de 1981 la libéralisation de l'information, après c'est difficile de concevoir avant. Bon, mais avant, il y avait Radio Préfecture, il y avait Nice Matin, qui était un journal inféodé totalement aux thèses du pouvoir colonial,
journal de centre droit. Et puis il y avait le Provençal qui a commencé à s'en scinder à partir de 75-76. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quand même une forte poussée vers l'espérance d'un changement de gauche qui s'est concrétisé avec la venue de Mitterrand. Merci beaucoup Edmond Siméoni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'émission en votre compagnie. Merci. Au revoir.